Coupé. Et bonsoir à tous, salut les sorciers, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous et surtout bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. On se retrouve comme d'habitude pour un petit live off de la Gazette pour discuter cette fois-ci des grandes théories du monde magique. Et donc évidemment je ne vais pas en parler tout seul. On a avec nous Panta. Coucou Panta. Salut les sorciers. Voilà, on a Panta qui nous accompagne et donc on va parler ensemble des théories du monde magique. Alors quand on parle de théorie, qu'est-ce qu'une théorie? Vas-y, je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une théorie? Eh bien, une théorie est une hypothèse, pour ne pas dire... Alors, c'est vrai que quand on parle de théorie, en fait, autour d'Harry Potter, on a tendance à mettre beaucoup de choses dans le même panier. Il y a plein de choses qui sont en fait différentes par le contexte de quand elles ont émergé. Et quand on parle de théorie, on peut parler de tentatives d'hypothèses, en fait, de prédiction de ce qui va se passer dans Harry Potter dans la suite, de headcanon, parfois des gens qui s'imaginent tiens, ça ce serait possible, ça ce serait cool, ça ce serait fun, même si c'est complètement sans lien avec l'histoire particulièrement. Et parfois aussi d'analyse où on va décrypter vraiment les livres. Et donc, voilà, quand on parle de théorie, on parle de plein de choses. Là, aujourd'hui, ce qu'on va surtout discuter, c'est vraiment les théories, purement. Hein. C'est des hypothèses qui avaient été faites avant la sortie du tome 7. Et du coup, on va faire un peu un exercice de se remettre dans l'état d'esprit qu'il y avait avant la sortie du tome 7, dans ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas à l'époque. Voilà, du coup, ouais, c'est bien important de le mentionner parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, cette théorie est complètement nulle parce qu'une théorie nécessite qu'on ait des informations qui nous manquent et qu'on cherche à construire la suite, qu'on cherche à trouver ce qui va se passer. Alors que ce qu'un headcanon ou une analyse ne nécessite pas, puisque un headcanon c'est simplement se dire moi j'aimerais bien que comme ça se passe par la suite, mais que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. Tandis qu'une théorie cherche à savoir si elle va être vraie ou fausse quand ça va arriver dans la suite de l'histoire. Et donc ouais, on va se replonger avant la sortie du tome 7, donc il y a 15 ans maintenant, hein, à peu près, c'est ça? C'est ça, ouais, en 2007, ouais. Ouais. Bien avant la sortie du tome 7. Après, on va même se replonger encore avant ça, quasiment, pour certaines théories. Il y a des idées qui remontent très très loin. On va voir jusqu'où ça nous mène. C'est vrai que parfois, on n'a même pas j'ai même pas la trace en fait de quand remonte cette théorie. Voilà, et donc quand on va parler de toutes ces théories, évidemment, vous pouvez donner votre avis, dire si vous aussi vous y avez cru, si vous aussi, si vous auriez aimé que ça se réalise comme ça, si cette théorie est devenue un de vos headcanons, puisque c'est possible aussi, hein, on peut être parti d'une théorie qu'on pensait vraie et qu'on pensait se voir se réaliser dans la suite de l'aventure, et puis au final ça ne s'est jamais réalisé, mais c'est resté possible et probable et potentiel, et on peut l'avoir gardé en tête et se dire que c'est vrai, enfin c'est vrai dans notre imaginaire. Donc il y a des théories qui restent encore en suspens, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, évidemment on lit tous vos commentaires, ils sont juste là affichés devant moi, et on n'hésitera pas à y répondre et à en discuter avec vous. Alors, première théorie que tu veux aborder? Alors moi, la théorie, c'est ma théorie préférée. C'est sans doute fortement lié à toi, hein, soyons honnêtes, puisque j'ai été bercé dans les théories du fandom via Panta. Il y a déjà un Ridiculous qui est envoyé. Moi, j'ai rien pour mettre sur ma tête. Alors ça va être... Je suis en vacances là, vous voyez, j'ai un superbe décor derrière moi d'Irlande. Donc ça va être les lunettes de soleil de montagne. Parfait. Donc oui, moi, ma théorie préférée, la théorie que j'aurais vraiment bien aimé voir se développer dans le 7e tome, c'est la théorie du lien fraternel, qu'on appelle souvent la TLF, donc qui est une théorie, hein, pour ceux qui ne la connaissent absolument pas,
qui évoquait le fait que Hermione serait la sœur ou la demi-sœur cachée de Harry. Oui, qui est vraiment la grosse théorie qui est celle que tout le monde connaissait à l'époque d'une certaine manière. C'était vraiment les débats. Il y a plusieurs centaines de pages de débats sur la Gazette, sur le site, sur le forum. Voilà, c'était extrêmement complexe. Alors aujourd'hui évidemment, en fait, à partir du moment où on a lu le tome 7 de nouveau, on sait que c'est pas le cas. Mais à l'époque, on s'attendait à ce que ce soit la grosse révélation du tome 7. Alors ça se basait sur plein de choses. Ça se basait sur, par exemple, le fait que dans un des premiers brouillons de J.K. Rowling, avant la version qu'on connaît, les Granger étaient les voisins des Potter. Et dans ce brouillon, c'était eux qui allaient découvrir le corps des Potter après l'assassinat de Voldemort. C'était le premier chapitre, c'était la maison des Potter se trouvait en fait sur une île et le père Granger allait prendre un bateau et il se rendait sur l'île et il découvrait l'assassinat et le massacre. Donc déjà on se disait il y a peut-être dans cette idée il y a peut-être quelque chose qui est resté. Ensuite il y a le fait que Hermione elle est née moldue, mais elle connaît très bien Harry. Elle cherche tout de suite en fait à le rencontrer, elle connaît son histoire, à être proche de lui. Donc, de nouveau, il y avait quelque chose d'un peu peut-être bizarre là-dedans. Les gens se sont dit, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc, ils ont creusé. Ils ont dit, est-ce que c'est... Voilà. Et ils ont dit, est-ce que c'est possible ? Est-ce que Harry peut être le frère de Hermione ? Et oui, justement, on sait que Hermione est née 10 mois avant Harry, puisqu'elle est née en septembre 80 et que Harry est né en juillet 81. Donc là, c'était faisable. C'est ça. Oui, c'est ça. C'était faisable dans les faits. Et alors, il y a eu d'autres indices qui ont été pris, notamment dans les brouillons de J.K. Rowling. Tu parlais du brouillon du premier chapitre, mais il y a aussi eu le brouillon qui évoquait le premier nom de Hermione, puisque à l'origine, Hermione ne s'appelait pas Hermione Granger, elle s'appelait Hermione Jane Puckle. Alors, deux choses sur ce nom-là, ça faisait les initiales HJP, comme Harry James Potter, donc les deux personnages portaient les mêmes initiales, ce qui laissait présager comme... J.K. Rowling donne souvent beaucoup d'importance au nom, ce qui laissait présager un possible rapprochement entre ces deux personnages. Et Puckle, pareil, signifie donc une petite arme secrète, une petite arme qu'on cache dans sa poche. Et donc ça continuait dans cette théorie en disant que donc Hermione avait été cachée et que c'était un peu l'arme secrète qui allait mener Harry à la victoire face à Voldemort. Et donc cette arme secrète, c'était le fait que Harry avait toujours à ses côtés un peu de sang de sa mère qui le protégeait. Alors j'ai refait du coup des recherches sur Puckle en fait donc c'est le nom James Puckle est l'inventeur du fusil à tourelle. Donc voilà ça, mais on garde la notion d'idée d'arme en fait avec plusieurs coups en fait plusieurs munitions et effectivement l'idée c'est que comme Harry est protégé tant qu'il demeure là où demeure le sang de sa mère, si Hermione est sa sœur cachée, tant que Harry demeure au même endroit que Hermione, il est protégé. Et donc tant qu'il est à Poudlard, il est protégé. Et donc ça faisait partie du plan de Dumbledore, c'était d'avoir cette deuxième Potter un peu caché que Voldemort ne pouvait pas connaître, et qui accompagnerait Harry tout au long de sa vie pour le protéger. Et donc on remarque d'ailleurs plusieurs moments où, par exemple, juste avant la fin du tome 1, quand Harry affronte Quirrell dans la salle du miroir de Erised, Quirrell ne peut pas le toucher sans se brûler, et on remarque que, les gens ont remarqué, parce que c'est pas moi, je vous avoue, les gens ont remarqué que ça venait juste après une scène où Hermione faisait un bisou à Harry en lui souhaitant bonne chance, avant d'aller s'occuper de Ron. Et donc il y avait vraiment... C'était le moment où le contact entre les deux avait été le plus fort.
Or, dans le tome 4, quand Voldemort arrive enfin à toucher Harry, lui il pense que c'est parce qu'il a pris un peu de son sang pour sa résurrection, mais on peut se rendre compte que c'est un moment où justement Harry n'a plus vu Hermione depuis très longtemps, qu'Hermione est très très loin de lui puisqu'il n'est plus à Poudlard, qu'il est parti au cimetière de Newton-Angleton, qu'il était dans ce labyrinthe pendant très longtemps. Et donc pareil, les gens ont fait le rapprochement en disant mais ça tombe pile, il peut la toucher pile au moment où en fait Hermione est très loin de lui quoi. Au moment où il n'est plus là où réside le sang de Lily. Et que du coup, la lumière de triomphe, c'est Dumbledore se rend compte que Voldemort n'a pas encore compris qu'est-ce qui protégeait vraiment Harry. Il y a ça, il y a plein de petits éléments aussi sur voilà le fait que Hermione du coup se montre très protectrice, le fait qu'elle passe très peu de temps avec sa vraie famille. Qu'elle vient au terrier tous les étés, chaque fois que Harry y est, elle arrive aussi. Et aussi la question de l'apparence physique. C'est-à-dire que les fans ont remarqué que J.K. Rowling, souvent, elle décrit les pères et leurs enfants, ou les mères, etc., comme très proches physiquement. On sait que Dudley est le fils de Vernon parce qu'ils ont tous les deux un peu ce physique de cachalot, baleine, les mots que J.K. Rowling emploie. Les Malfoy, ils ont tous leurs cheveux blond platine. Harry, il y a des portraits crachés de son père avec juste les yeux de sa mère. Il le répète suffisamment dans la saga pour que ce soit marquant. Et la seule fois en fait où on rencontre les parents de Hermione, ils sont pas vraiment décrits physiquement. Par contre, Hermione, elle a quand même des points communs avec Pétunia, notamment les grandes dents de devant. Et donc voilà, c'est la tendance de J.K. Rowling à décrire la parenté des gens par leur apparence physique, eh bien, elle se retrouvait là dans potentiellement Hermione et Pétunia. Et donc puis, tout il y ça... avait aussi les cheveux ébouriffés d'Hermione, toujours incoiffables, qui étaient proches de ceux de Harry aussi. Voilà. Et il y avait le fait que Hermione comprenait aussi Harry beaucoup plus facilement que Ron, que souvent il y avait des moments où Ron ne comprenait pas ce qui se passait exactement et où Hermione et Harry avaient une connexion, presque fusionnelle. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui allaient dans cette théorie. Et moi j'aurais trouvé ça génial et brillant comme écriture que ce soit la révélation finale. Oui, et il y a d'autres gens qui disent non, Star Wars l'avait déjà fait avant. Du coup, est-ce que Amarei, maintenant qu'on a récapitulé un peu tout ça, il y avait, comme j'ai dit, il y avait des centaines de pages de débat sur est-ce que c'était possible ou non. Un des arguments qui disait non, c'est pas possible, c'est par exemple que Hermione avait dit, J.K. Rowling avait dit que Hermione n'avait pas de sœur. Ou qu'elle était enfant unique. Et du coup, il y avait des gens qui disaient oui, mais si elle a dit elle n'a pas de sœur spécifiquement, c'est qu'elle peut avoir un frère. Alors oui, dans cette théorie, Hermione était une des personnes au courant. Il y en avait très très peu, mais dans la théorie, on se disait que Hermione devait être au courant puisque justement, on lui avait dit de se rapprocher vite de Harry, de devenir amie avec lui. Donc elle s'était renseignée sur ce monde de la magie et elle avait été mise au courant à un moment par Dumbledore. Coucou Alice. Pareil, il y avait d'autres personnes qui étaient potentiellement au courant. Il y avait Lupin, notamment, qui s'arrange pour que Hermione n'affronte pas son épouvantard devant le reste de la classe. Donc on pouvait penser à l'époque que c'était volontairement pour que Harry ne découvre pas éventuellement la plus grande peur de Hermione, qui serait que son secret soit découvert. On parle de la TLF, la théorie du lien fraternel pour l'instant. Est-ce que Sirius serait au courant? Ça, je ne pense que c'était pas le cas, mais je sais plus où ça en était sur cette théorie-là. Je sais que les personnes au courant, en tout cas, c'était Lupin, McGonagall, Hermione, Dumbledore, évidemment, puisque
c'est lui qui avait tout arrangé. Et donc voilà. Mais de nouveau, c'était voilà, avant le tome 7. Alors, quand les partisans de cette théorie ont commencé à lire le tome 7, ils ont lu comment Hermione se débarrassait de ses parents d'un claquement de doigts, en fait. Et donc ils se sont dit, ah, voilà, on va y arriver, on va avoir la révélation. Et bah non. Et puis, on est allé sur la tombe des parents de Harry à Godric Hollow. On s'est dit, c'est le moment pour lui dire. Et non. Et donc, c'est à ce moment-là que certains ont rendu les armes. Il y a eu un long post du plus grand partisan de cette théorie, qui n'était pas moi, qui est venu expliquer que voilà, c'était fini, et la théorie avait tenu longtemps, il y avait cru jusqu'au bout, mais là on sait maintenant que ce n'est pas le cas. C'est vrai que ça aurait été vraiment, enfin, tout aurait pu rediriger vers cette théorie, même jusqu'à ce moment-là, quoi. Le fait que il soit à ce moment sur la tombe des parents de Harry, juste à deux, de manière très solennelle, ou juste, ça aurait vraiment pu être un moment parfait pour la révélation, et tout aurait pu conduire à ça. C'est assez fou quand même de se dire que cette théorie aura pu tenir la route aussi longtemps. Et moi, c'est clairement une qui me passionne le plus dans ce que les fans ont réussi à créer et tout ce qu'ils ont réussi à rassembler pour mener à bien, enfin pas pour mener à bien, mais pour tenir cette théorie jusque-là. J'ai trouvé ça fascinant. Mais bon, il y a plein d'autres théories qui sont tout aussi intéressantes. Moi, notamment, je sais que il y a une théorie qui pourrait encore être possible, qui est devenu un peu un headcanon dans la tête de beaucoup de fans, je sais pas si beaucoup, mais de plusieurs fans en tout cas, c'est le fait que Drago Malfoy soit un loup-garou. Donc, oui. Donc ça, on sait que la théorie ne s'est pas avérée vraie dans le tome 7, que rien n'a indiqué que Drago était un loup-garou. Mais en tout cas, donc c'est nouveau, c'est une théorie qui a été émise à la fin du tome 6, qui était pour présager du tome 7. Mais il n'y a rien non plus qui dit qu'il n'en est pas un. Donc ça n'a jamais été dit cash, Drago n'est pas un loup-garou, donc il y a encore des fans qui l'ont gardé en headcanon. C'est là qu'on passe donc de la théorie au headcanon, que des fans peuvent encore y croire, se dire pour moi c'est vrai, même s'il n'y a aucune affirmation que ça doit être le cas pour tout le monde, c'est juste dans son esprit. On y croit. Mais donc Drago loup-garou, c'était venu donc surtout dans le tome 6, notamment du fait que J.K. Rowling oriente le lecteur sur le fait qu'on croit qu'il est mange-mort tout du long du livre, notamment quand il est chez Barjo et Burke pour acheter le collier d'opale et pour se renseigner sur l'armoire à disparaître, où il menace Barjo en montrant son bras et en disant que Fenrir Greyback est un vieil ami de la famille et qui n'hésitera pas à l'envoyer pour se venger si Barjo ne répond pas à ses demandes. Et donc, évidemment, Harry le perçoit comme il monte son bras pour montrer qu'il a la marque des ténèbres, et on part du principe qu'il est mange-mort. C'est ce que le lecteur a via les yeux de Harry. Mais donc, il y avait plusieurs théories qui disaient que déjà Voldemort n'allait pas faire mange-mort d'un petit gamin de 16 ans comme ça, que quand même pour devenir mange-mort, avoir la marque des ténèbres, il fallait être un peu un sorcier un peu plus développé que ça. Et que donc plutôt que ce soit une marque des ténèbres, en fait c'était une morsure de Greyback. Et donc le lien aussi, la connexion avec le fait que Drago parlait de Fenrir Greyback dans la boutique prenait tout de suite beaucoup plus de sens, parce que pourquoi parler de Greyback quand il est mange-mort alors que Greyback n'est pas mange-mort. Et donc voilà, ça prenait plus de sens de faire le lien entre une morsure de loup-garou sur son avant-bras et la menace donnée de l'attaque de Greyback possible. Voilà. Ouais, et il y a aussi le fait que quand Dumbledore va être tué et que les mange-morts arrivent en haut de la tour, il y a Greyback qui arrive et Drago le regarde avec dégoût et il dit je ne savais pas qu'il serait là. Et donc on a l'impression vraiment qu'il y a un rapport très particulier entre Drago et Greyback. On sait que Voldemort a l'habitude
d'envoyer les Greyback sur ses victimes pour punir en fait certains sorciers. C'est comme ça que Rémus Lupin a été mordu. C'est parce que Voldemort a envoyé Greyback pour punir les parents de Rémus de s'opposer à lui. Et donc voilà, il y a plusieurs éléments comme ça. Donc évidemment, la théorie, elle est née au moment du tome 6, en attendant le tome 7, en pensant que ça allait jouer un rôle sur l'évolution du personnage de Drago, logiquement. Et puis au final, voilà, dans le tome 7, il n'y a rien de plus qui semble indiquer que que Drago soit un loup-garou. Il y avait aussi dans les différents éléments de la théorie le fait que Narcissa se tourne vers Rogue pour protéger son fils. Et que évidemment s'il avait été mordu par Greyback il aurait été au courant, et qu'on sait que c'est Rogue qui a fourni la potion de Tulou, que c'est un des rares sorciers qui arrive à produire la potion de Tulou, et donc Narcissa se tourne vers lui et lui demande de lui protéger son fils tout au long de l'année. Ça pouvait être aussi un signe elle demandait à Rogue de lui fournir la potion de Tulou tout au long de l'année comme il avait pu le faire avec Rémus Lupin. Que Drago tout au long de l'année aussi il est décrit par les yeux de Harry comme pâle, comme ayant des cernes tout le temps, comme ayant l'air fatigué, exactement les mêmes descriptions qu'on avait avec Lupin dans le troisième livre, avant la révélation qu'il était un loup-garou. Et donc c'était tout ça qui faisait des rapprochements entre les deux personnages et qui menait vraiment à une conclusion très intéressante. Mais donc il n'y a rien qui démentit non plus le fait qu'il est toujours un loup-garou dans la suite. C'est pour ça que c'est resté un headcanon chez certains fans. Ouais. Si on se base strictement sur les livres, effectivement, il y a rien qui dit que... Voilà, il y a des gens qui disent non mais sur Twitter, Rowling a dit Drago n'est pas un loup-garou, donc Drago n'est pas un loup-garou. Après, sur Twitter, J.K. Rowling a dit beaucoup de choses. Et voilà, moi je trouve qu'en fait c'est très intéressant de se dire que ça pourrait être le cas parce que ça montre ça rend le personnage peut-être plus faible, encore plus complexe qu'il ne l'est, et ça explique aussi le revirement de la famille Malfoy. Voilà, c'est vraiment ils n'ont plus rien à perdre à ce moment-là. Leur fils a été vraiment agressé et on sent que ça pourrait être encore pire. Donc là, ça pouvait justifier le revirement de la famille Malfoy qui, effectivement, en tout cas du côté de Narcissa, se confirme dans le tome 7. Aliotsi qui signale que c'est logique de se tourner vers Rogue comme c'est le seul mange-mort à Poudlard. Mais voilà, c'est effectivement ça pourrait l'expliquer. Après, c'est aussi est-ce que justement il n'y avait pas autre chose quelle est la vraie protection que Rogue apporte à Drago au final au cours de l'année? Il peut pas vraiment le protéger au quotidien, et Narcissa lui demande vraiment de le protéger quoi qu'il arrive, de veiller sur lui. Et donc voilà, c'est accomplir sa mission, c'est une chose, mais s'occuper de lui, c'est vraiment encore si Narcissa a vraiment l'impression qu'on doit s'occuper de Drago au quotidien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et j'aime beaucoup la remarque de Larry de Mancien de ce mangement avec McGonagall, parce que ça nous fait une transition mais toute choisie pour parler de la prochaine théorie. Donc je te laisse l'aborder, peut-être Panda. Alors, donc de nouveau, on continue notre exercice de réflexion sur... On ne connaît pas la fin de Harry Potter, on ne sait pas où ça va arriver. Et donc on a cette idée à un moment que McGonagall serait un mange-mort. Là j'en vois beaucoup qui rient derrière leur écran. Tu les imagines tous? Ouais. Alors c'est évidemment, on sait maintenant que c'est pas le cas. Mais à l'époque, ce que les gens s'imaginent, c'est qu'en fait, McGonagall, elle n'est jamais vraiment impliquée dans l'Ordre du Phénix. On voit jamais vraiment ce qu'elle fait. Elle est très peu présente. Elle est souvent très proche de Dumbledore ou quoi, mais elle a jamais rien appris d'utile à Harry.
contrairement à Rogue, à Flitwick, qui voilà, le Wingardium Leviosa, il leur permet de battre un troll. Rogue, Le voilà. Bézoard. Le Bézoard. Le qui permet de Bézoard, sauver Ron, etc. Donc, l'Occlumency. alors que la métamorphose, elle ne sert à aucun moment de la scolarité de Harry, quoi. Aucun moment, il va aller transformer son bidet en chat pour essayer d'affronter Voldemort, quoi. Et donc, les gens se rendent compte aussi qu'ils disent McGonagall, elle pousse Harry potentiellement à faire des choses parfois un peu dangereuses. Par exemple, c'est elle qui pousse pour qu'il soit mis dans l'équipe de Quidditch alors qu'il n'a jamais volé sur un balai. Du coup, est-ce qu'elle n'irait pas peut-être tenter de le mettre en danger donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. McGonagall enseigne la métamorphose, donc qui est un art de un peu se métamorphoser, logiquement, se cacher. C'est assez ambigu. C'est un animagus, enfin, tout ça, c'est comme souvent ce que les professeurs enseignent aux élèves tient de leur personnalité, hein. Quand on voit que Rogue enseigne les potions, c'est un art très strict, très droit, très... voilà, très Trelawney enseigne la divination et elle surjoue beaucoup. Enfin, donc tous les professeurs ont vraiment un peu une caractéristique qui colle un peu à ce qu'ils enseignent et ce qu'ils apprennent à Harry. Et McGonagall, ouais, c'est la métamorphose, c'est le fait de faire un double jeu, d'être quelqu'un et d'être quelqu'un d'autre à la fois. Et donc tout ça laissait penser qu'elle faisait encore un plus grand double jeu que Rogue. Et dans les mises en danger comme ça, il y a également, c'est elle qui envoie Harry dans la forêt interdite au moment où Voldemort s'y trouve pour une retenue. Donc il y a, et il y a quand même cette... Elle n'envoie pas que Harry, elle envoie Harry, une Sandbourbe Némoldu, un fils de traître, Drago, qui est quand même avec Lucius qui s'est caché, etc. Et Neville qui est potentiellement l'autre élu, puisque ça tout le monde le sait, hein, il y avait 2 enfants qui auraient pu être touchés par le prophétie et Neville était l'autre. Donc c'est vraiment, elle envoie les 4 élèves, elle n'aurait pas pu mieux choisir en tant que mange-mort d'envoyer ces 4 élèves à la merci de Voldemort dans la forêt, quoi. Ça paraît vraiment totalement délibéré. Et au final, il y a beaucoup d'indices qui viennent du tome 1, hein, puisqu'il y a aussi des gens qui parlent du fait que l'échiquier de McGonagall est la seule protection de la pierre sur laquelle il n'y a pas de traces de violence, et donc il laisserait penser que Quirrell est passé sans aucun souci. Dans le film, c'est pas le cas. Dans le film, il y a déjà quelques morceaux de pièces d'échecs qui sont détruites, un peu éparpillées par-ci par-là. Et il y a également, dans le tome 4, par contre, le fait que McGonagall, qui est qui est auprès de Barty Croupton au moment où il est capturé, ne fait rien pour empêcher les détraqueurs d'embrasser Barty Croupton. C'est elle qui vient dire c'est terrible, il a subi le baiser du détraqueur, on pourra plus rien en tirer. Mais elle peut lancer un Patronus, elle l'a pas fait. Pourquoi McGonagall ne l'a pas protégé alors que... Et donc c'était là qu'il y avait la théorie, parce qu'elle ne voulait pas que Barty Croupton sous Veritaserum révèle les informations la concernant. Donc elle a laissé faire. Donc voilà, donc il y a quand même des éléments qui permettaient d'imaginer ça, en fait, de se dire, et comme le souligne l'arithmancien dans les commentaires également, que ça expliquait peut-être pourquoi Dumbledore n'avait pas agi à certains moments, parce que McGonagall aurait été là pour l'en empêcher, en fait, que Dumbledore ne serait pas au courant de l'allégeance de McGonagall. Contrairement à Rogue. Ou surtout pour ne pas... McGonagall n'aurait pas transmis tous les messages aussi, hein, parce que de nouveau pour revenir au tome 1, quand Harry, Ron et Hermione viennent alerter McGonagall que quelqu'un essaie de voler la pierre, McGonagall ne fait rien et ne prévient même pas Dumbledore qui serait revenu en claquant des doigts. Hein, immédiatement si on l'avait prévenu de ça, et McGonagall ne prévient pas en disant qu'ils doivent aller se coucher, que c'est des sornettes, et que la pierre est très bien gardée.
et t'es là, pourquoi est-ce qu'il a gardé un peu Dumbledore loin de tout ça? Alors, il y avait une Ouais. théorie parallèle qui disait que c'était Hagrid, le mange-mort qui allait être révélé, mais elle est quand même, moi je trouve, beaucoup moins crédible. Oui, elle est un peu plus compliquée. Moi, enfin, en tout cas, je connais beaucoup moins les arguments qui la soutiendraient. Euh, mais... mais bon, Et, voilà. Encore une fois, le tome 7 a clairement établi que McGonagall n'est pas une mange-mort. Et, euh, et je pense que toute personne qui croit encore à l'heure actuelle que McGonagall est une mange-mort, n'a effectivement pas. C'est du troll. ouais. Mais tout ça reposait aussi sur le fait qu'il n'y avait pas eu de nouveaux méchants qui étaient révélés dans le tome 6, alors qu'on était habitué à avoir un nouveau méchant un peu révélé à chaque moment de la saga, à chaque fin de tome de la saga. Et que le tome 6 se finissait sans réel nouveau méchant. Il y avait évidemment Rogue, mais qu'on connaissait un peu depuis le début en tant que agent double. Et donc, c'était pas une révélation le fait que Rogue soit parmi les Mange-Morts, on le savait. Et donc, il y avait beaucoup de fans qui attendaient dans le tome 7 vraiment un grand nouveau méchant, une révélation qui frappante, qui bouleverserait vraiment tout, qu'on n'a pas vraiment eu au final, hein. Si, on a le fait que Harry était un Horcrux. Oui, mais c'était pas un nouveau Tintin. méchant. Non, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée. C'est quelque chose qu'on voit souvent qui ressort maintenant, alors qu'en fait ça date de la sortie du tome 5. C'était l'idée du grand secret au cœur de l'intrigue qu'il fallait découvrir pour le tome 7. Et donc qui poussait en fait à proposer plein d'hypothèses. Et donc voilà, le grand secret au cœur de l'intrigue, ça pouvait être que Harry et Hermione étaient frères et sœurs, ça pouvait être que euh, Drago, non pas que Ron et Dumbledore étaient une seule et même personne, ça pouvait être que McGonagall était un mange-mort, ça pouvait être que Rogue était amoureux de Lily Potter. Euh, donc voilà, il y avait plein d'hypothèses. Et effectivement, comme le dit Ali aussi, au final, le grand secret, c'est bien l'amour de Rogue pour Lily. Ce que beaucoup ont trouvé extrêmement décevant comme grand secret, hein, quand ils avaient toutes les hypothèses qui venaient avant sur... quand on s'est imaginé pendant des années que Harry et Hermione pouvaient être frères et sœurs, s'entendre dire ouais, en fait, Rogue était amoureux de Lily, qui était quelque chose que beaucoup de monde pensait. Les gens se sont dit ouais, en fait, c'est naze comme grand secret. Mais c'était surtout que, mais du coup, enfin, oui, ça explique la double allégeance et le retournement de Rogue, mais cette double allégeance et enfin, on l'avait depuis le départ en fait un petit peu. Donc, à part attendre une explication, ça n'apportait pas grand-chose, tandis que les autres secrets que les gens s'étaient imaginés, c'était des bouleversements complets, quoi, qui remettaient en cause tout ce qu'on connaissait de la saga. Et qui jouait sur plein de petits indices qui auraient été glissés mine de rien par Rowling dans cet tome. Ouais, parce que c'était quand même. C'est ça qui a permis toutes les théories, hein. C'est le fait qu'il y a beaucoup de choses dans les tomes de Harry Potter qui sont des petits indices qui nous permettent de trouver des éléments, deux, trois tomes, enfin que rien n'est laissé au hasard. Quand on parle de l'armoire à disparaître, la première fois qu'on la mentionne, c'est quand même dans le deuxième tome de Harry, quand il est chez Barjo Weber, qui se cache dans cette armoire et qui revient après dans le tome 6 avec son importance qu'on connaît. Et donc il y avait tous ces petits éléments qui étaient placés par-ci par-là comme ça tout au long de l'écriture. Et donc toutes les théories, c'est aussi là-dessus qu'elles s'appuyaient et c'est ça qui était brillant dans l'écriture de J.K. Alors, dites-nous dans le chat, vous aussi, s'il y a une théorie dont vous voulez qu'on parle à un moment particulièrement sur laquelle on se penche. Après, c'est si on a si on la connaît suffisamment, évidemment, pour se pencher dessus plus en détail. Je pense que tu voulais qu'on évoque aussi un autre type de théorie, du coup. C'est pas vraiment une théorie, c'est la raison pour laquelle
le porte-loin permet de revenir dans le labyrinthe. Tout à fait. Et je voulais en parler au moment où tu as évoqué McGonagall qui laissait les détraqueurs faire un baiser à Barty Croughton en disant que c'était une super transition, et puis j'ai zappé. Donc ouais, c'est pas vraiment une théorie, puisque justement on n'essayait pas de trouver un élément futur qui arriverait dans la fin d'Harry Potter, mais on essayait de justifier une explication donnée, trouver une explication, une raison au plan de Voldemort. Et donc oui, c'est le fait que pourquoi est-ce que Barty Croughton avait ensorcelé le porte-au-loin pour qu'il permette d'aller au cimetière et puis qu'il permette de revenir à Poudlard. Tout le monde trouvait ça un peu bizarre puisqu'il avait juste besoin de le faire aller au cimetière. Après, il n'avait aucun besoin que Harry revienne à Poudlard théoriquement puisqu'il était censé être mort. Donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont posé la question. Et donc ce qui a été réfléchi, évoqué, c'était que ça faisait partie du plan de Voldemort et que Voldemort avait prévu de revenir à Poudlard derrière, une fois que Harry serait mort. Mais donc là, ça posait d'autres questions un peu. Est-ce que Voldemort allait vraiment revenir sur les terres de Dumbledore comme ça, alors qu'il venait de renaître, qu'il était encore faible, et s'exposer au ministre de la magie et à l'ensemble du monde magique comme ça dès son retour, alors qu'il avait tout intérêt à rester un peu discret comme il a réussi à le faire pour le début. Donc c'était quand même étrange que Voldemort veuille revenir à Poudlard comme ça. Et donc ça a été réfléchi, et une théorie que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il comptait revenir sous la forme de Harry. En fait il comptait, une fois qu'il avait tué Harry, faire du polynectar, revenir sous la forme de Harry à Poudlard, et que ça lui permettait de faire plusieurs choses. D'abord que ce serait être proche de Dumbledore, s'approcher de Dumbledore au plus près, puisqu'il serait là sous la forme de Harry Potter, potentiellement tuer Dumbledore sans que Dumbledore ne soit mis en garde, sans que Dumbledore ne s'attende à quelque chose, et en plus jeter du discrédit total sur le fameux élu qui a survécu à Voldemort et que tout le monde adule, ce que Voldemort ne supporte absolument pas. Et donc c'était, voilà, finalement cet élu est le plus grand mage noir, il vient de tuer Dumbledore, etc. Et donc c'était complètement le discréditer aussi, et ça faisait d'une pierre deux coups pour Voldemort. Ouais. Après, il y a vraiment plusieurs variations en fait sur cette hypothèse, sur cette explication, puisqu'il y a ceux qui disent qu'effectivement, bah, il pourrait revenir sous la forme de Harry. Il y a ceux qui disent, bah, il pourrait simplement revenir sous sa forme et dire coucou, c'est moi, tuer tout le monde et game over. Bonjour Caclin. Il pourrait renvoyer le corps de Harry pour envoyer un message, en fait. Mais au final, c'est le cœur en fait de cette explication, c'est il n'est pas impossible que le fait que le porte-loin puisse revenir dans le labyrinthe et même en fait à l'entrée du labyrinthe, ça faisait partie du plan de Voldemort. Et donc ça, c'est vraiment une hypothèse qui permet de combler un trou dans la saga parce qu'il n'y a aucune raison a priori qu'un porte-loin permette de faire le voyage retour. Il y a aucune. Chaque fois, les porte-loin, c'est chaque fois, ils servent une seule fois. Et donc, pour qu'il fasse le voyage retour, c'est qu'il a été enchanté dans ce but. Et donc, oui, voilà, c'est comme le dit Léo Mag. Voilà, il a été programmé pour revenir. Après, l'explication du pourquoi il aurait été programmé pour revenir, on peut s'imaginer plein de choses, en fait. Ouais. Et donc c'est vraiment une hypothèse, mais qui est souvent mise sous l'intitulé théorie, alors qu'en fait, c'est vraiment pas du tout la même chose que la TLF ou les autres théories prédictives dont on a parlé avant. C'est vraiment des choses complètement différentes, quoi. C'est comparer des pommes et des poires. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, j'ai vu qu'on avait évoqué Rumbledore dans les commentaires. Est-ce que tu veux t'engager sur l'explication quelle est la théorie de Rumbledore? Alors, merci à Liotzi d'avoir relevé le Rumbledore. Donc,
Je remets, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent en permanence, donc je remets le contexte. Rumbledore, c'est une idée qui émerge avant la sortie du tome 7. On ne connaît pas encore la fin de la saga, on sait de Dumbledore très peu de choses, et on sait plus de choses de Ron, mais enfin voilà, on sait très peu de choses sur Dumbledore. Et on cherche le grand secret au cœur de l'intrigue qui va tout changer. Et donc l'idée, c'est que Dumbledore est Ron revenu du futur. Ron a vieilli, et il a pris un retournant de temps, et il est revenu dans le passé pour guider Harry sur le bon chemin pour vaincre Voldemort. Guider Harry et Oui, puisqu'il a déjà vécu tout ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de choses? Par exemple, on sait grâce aux souvenirs de Tom Jedusor que Dumbledore était roux dans sa jeunesse. Et évidemment, des roux, il n'y a que les Weasley. On sait que Dumbledore a une cicatrice sur le genou gauche qu'il décrit comme le plan exact du métro londonien. Moi, mais on ne sait pas comment... C'est mon élément préféré de cette théorie. On ne sait pas comment il a eu, mais par contre, on sait que Ron, en fait, se fait mordre par Sirius et traîner par la jambe gauche sous le sol cogneur. Alors, on ne sait pas si la cicatrice de Ron est le plan exact du métro londonien, mais on sait qu'elle est exactement au même endroit que la cicatrice de Dumbledore. Moi, je trouve cet élément, parce que du coup, c'était vraiment un élément qui était là, et la précision par le fait que Ron était traîné par la jambe gauche, etc., c'était juste un détail, ça n'avait aucun impact. Et là, le fait qu'on puisse se dire, mais en fait, si, il avait glissé un indice pour la comparer à la cicatrice existante de Dumbledore, moi, je trouve ça génial. Voilà. C'est sûr que c'est le truc un peu le plus frappant. Après, il y a le fait qu'ils aiment tous les deux les bonbons, qu'ils sont tous les deux amateurs de friandises, que Ron bouffe des bonbons dans tous les sens et que Dumbledore utilise des friandises pour ses mots de passe. Il sait ce que Ron a vu, il devine ce que Ron a vu dans le miroir de Rized. Alors qu'il n'y a rien qui devrait le laisser présager. Il y a aussi le fait que quand il prend la dragée surprise quand Harry est alité à la fin du tome 1, il dit ça fait bien longtemps que je n'en ai plus mangé une, je vais me laisser tenter. Et que des gens disaient oui, ça fait bien longtemps, puisque la dernière fois qu'il en a mangé une, en fait, c'était quand il était enfant en tant que Ron, quoi. Toujours quand il nous dit, il nous ment sur le moment, mais il dit que dans le miroir de Rizet, il se voit avec une bonne paire de chaussettes à la main. Et du coup, ça a évoqué pour tout le monde les tricots de Molly, en fait, qui lui manqueraient. Qui manquerait à ce Dumbledore devenu vieux, qui a perdu sa maman depuis longtemps, qui lui faisait des bons tricots. Et donc voilà, il y avait plein de petits indices qui auraient pu tendre à dire que Ron était Dumbledore et que c'était sa manière en fait de guider. Et de nouveau, quand on est arrivé dans le tome 7, avant d'arriver à la fin, on pouvait encore y croire, parce que la manière dont il lègue le déluminateur à Ron pour le guider et le ramener sur le droit chemin, c'est vraiment quelque chose que ferait Ron du futur, sachant ce qui va arriver. Oui, et puis simplement le fait que du coup, Ron restait en possession du déluminateur, et donc puisque le temps dans Harry Potter fait que le retournant de temps, le cycle continue. Donc le fait que Ron ait le déluminateur faisait qu'il l'avait en sa possession au moment où il serait suffisamment vieux pour devenir Dumbledore et pour revenir dans le passé pour utiliser son déluminateur comme on l'a vu utiliser toute sa vie. Donc ça collait aussi avec ça, quoi.
Et enfin, il y a l'explication de Dumbledore à Harry dans le tome 5 qui dit si Voldemort se rendait compte que nos relations étaient ou avaient toujours été plus proches que celles qui existent entre un directeur et un élève, euh, il aurait été plus violent. Et il y a ce où avaient toujours été, nos relations avaient toujours été plus proches. Et donc là, dans cette petite phrase, on voyait un indice comme quoi, bah, pourquoi est-ce que J.K. Rowling aurait dit ça pourquoi elle l'aurait glissé à ce moment-là Oui, si c'était pas important. c'est ça, c'est tellement étrange d'avoir fait ce point-là dans la phrase, parce que la relation de Dumbledore et Harry, soyons honnêtes, c'est pas une relation vraiment exceptionnelle entre un directeur et un élève. Hein. Ils se voient quasiment pas les premières années. Harry ne croise pas Dumbledore avant qu'il vienne le voir à son lit à l'infirmerie. Enfin, il n'y a pas vraiment une relation comme ça entre les deux qui semble exceptionnelle. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il évoque cette phrase-là précisément? C'est quand même. Ça sort de nulle part, c'est un peu étonnant. L'arithmancien qui nous dit mais c'est un peu bancal parce que pourquoi Dumbledore serait intervenu à certains moments et pas d'autres. Ben, parce qu'il savait déjà comment ça se déroulait. Donc il pouvait déjà se dire à ce moment-là je dois intervenir et à ce moment-là je dois pas intervenir. C'est tout le paradoxe du retour dans le temps. C'est C'est tout ce qui explique voilà. pourquoi c'est foireux le retour dans le temps, quel que soit. C'est ouais, le retour dans le temps. Bon après il fonctionne de manière très très particulière en plus dans Harry Potter, donc c'est un tout autre débat. Euh, mais mais bon c'est clair que ça rend les choses encore plus compliquées. Après de toute façon voilà le tome 7 nous dévoile clairement que c'est que Dumbledore a une vie avant. Je vais juste prendre mon tome 4 parce qu'il y a quelqu'un qui soulevait un détail et que je voudrais vérifier. Euh, mais donc voilà, le tome 7 clairement bah, nous révèle la vie de Dumbledore avant et les animaux fantastiques fait encore plus, Ouais, n'est-ce pas? très clairement. Et il y a encore des théories qui veulent. Est-ce que vous voulez évoquer d'autres théories avant qu'on passe à la suivante qu'on avait nous-mêmes euh, qu'on avait nous-mêmes prévu d'aborder? Théorie ou headcanon ou analyse ou voilà, de nouveau comme on disait au début, les théories ça regroupe beaucoup de choses. On ne pourra pas tous les aborder évidemment parce qu'il y en avait une flopée, il y a des idées qui même parfois étaient pas du tout soutenues par quoi que ce soit, hein. Oui, Des idées un peu en l'air comme ça. oui, simplement le fait Euh, par exemple que le département des mystères allait jouer un rôle dans la suite de la saga parce que on nous avait évoqué la salle de l'amour dont personne n'avait pu rentrer à l'intérieur, ou juste une porte close. Il y a eu un petit axio, j'ai une petite clé volante qui apparaît en dessous de moi. La salle de l'amour et la salle de la mort, et que c'était quand même les deux thèmes principaux de la saga, et que donc que la bataille finale allait jouer au département des mystères, et que c'était quand même euh, voilà, un endroit parfait pour une bataille finale. Or, on n'a plus jamais entendu parler de ce lieu. Mais ça, c'est une théorie qui avait pas beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer. C'était juste presque un espoir de fan, quoi, qu'on puisse un peu percer les mystères de ce département des mystères, justement. Parce que c'était un truc oui, qui c'est frustrait beaucoup, que tout le monde avait tellement envie de connaître plus, voilà, comme l'arrivée ancien, tout le monde avait tellement envie d'explorer plus ce département des mystères que se dire qu'on n'allait plus jamais y retourner, c'était presque dommageable, quoi. Sinon, dans les grosses théories qu'on n'a pas encore évoquées, pareil, après la fin du tome 6, la théorie de Eileen Prince et Irma Pins, euh, la relation. vas-y. Ok. Donc cette théorie, c'était toujours pour répondre à la même question, hein. On ne refait pas l'histoire, donc c'était J.K. Rowling toujours qui avait dit qu'il y avait un secret au cœur de l'intrigue et que les gens cherchaient à trouver quel était ce secret. Et Rogue
était un peu au cœur de ces recherches pour plusieurs théories. Et donc il y avait notamment des gens qui cherchaient à comprendre pourquoi pourquoi Dumbledore était si sûr de l'allégeance de Rogue envers lui et envers l'ordre. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été évoqué, le fait qu'il pouvait être amoureux de Lily notamment. Mais il y avait une autre théorie qui disait qu'en fait Dumbledore avait la mère de Rogue cachée à Poudlard sous Irma Pins, je sais pas comment on le dit, donc la bibliothécaire. Que en fait la bibliothécaire de Poudlard serait la mère de Rogue cachée de sa vraie identité. Donc sa vraie identité qui est Aileen Prince, je vais y arriver. Alors pourquoi il y avait toute cette théorie? Il y avait déjà le fait que Dumbledore avait dit à Drago notamment que s'il faisait le choix du droit chemin, il pouvait cacher sa famille mieux que n'importe qui, il pouvait cacher sa mère et protéger sa mère mieux que n'importe qui pourrait le faire. Et donc il y avait cette possibilité qu'en fait il cachait la mère de Rogue, qu'il avait dit la même chose à Rogue, que si Rogue retournait sa veste, qu'il pouvait cacher sa mère et la protéger de peur que Voldemort s'en prenne à elle. Il y avait évidemment aussi tout le fait que tout le tome 6 est centré sur l'histoire de Rogue, du prince de sang mêlé, et qu'il y a les coupures de journaux dont on parle d'Aileen Prince. Et il y avait de nouveau, comme on a évoqué sur plusieurs théories, les ressemblances physiques entre les deux personnages. Alors Irma Pince, elle n'est pas souvent décrite, mais déjà à chaque fois qu'elle intervient dans un tome de Harry Potter, c'est juste après une scène où Rogue a été très actif, ce qui laisse présager les choses. Et elle a souvent le même caractère et la même façon de s'énerver sur Harry, la même façon de fondre, de swoop, comme on dit en anglais, de fondre sur les élèves, qui est décrite pour Rogue et qui est décrite pour elle. Et que donc voilà, c'est tous des termes qui sont liés entre les deux personnages et qui étaient assez forts. Et puis bon, le total, le final, c'était l'anagramme de son nom, puisque Irma Pince permettait d'écrire en anagramme I am a prince, I am a prince. Et donc comme on avait pu l'avoir dans le tome 2 à la fin, la révélation de Tom Melville-Dusor qui disait I am Lord Voldemort, on aurait pu avoir une deuxième révélation, Irma Pince, I am prince. Voilà. Ce qui était un des arguments contre cette théorie, puisque J.K. Rowling ne referait jamais deux fois la même chose. Jamais. Oui, mais non. Donc, l'arrêtement 5 il dit ça qui ferait de Rusard le beau papa de Rogue, puisque effectivement il y avait plein de voilà, un chip assez courant, c'est que Ellen Prince et Rusard, que Irma Prince et Rusard sont ensemble. Spoiler de la suite de ce live, Rusard sort avec Mystaigne. Bah oui, c'est bien connu. Je pense qu'on a évoqué là toutes les théories pré-tome 7 les plus importantes. Je pense qu'on a fait un peu. Je vais, après, si des gens sont intéressés, je vais quand même remettre le lien de l'article des 10 théories Harry Potter les plus abouties, dont on a évoqué la plupart, mais comme ça, si vous voulez un peu de lecture. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est que depuis, sur Harry Potter, il n'y a plus vraiment eu de nouvelles théories, logiquement, puisqu'il n'y avait plus rien à deviner. Il y a eu des analyses, il y a eu des décryptages, il y a eu des headcanons pour élaborer au-delà des livres de manière plus ou moins fondée sur les livres. Mais par contre, on a replongé dans le monde des théories avec la sortie des Animaux Fantastiques, logiquement. Ouais. Puisque là, la suite est toujours et encore à deviner. C'est plus compliqué. Il y a moins de matériel en fait sur lequel se baser. Même si parfois, du coup, on peut se baser sur les livres et sur les Animaux Fantastiques, le petit livre de cours, le Quidditch à travers les âges et tout. Il y a potentiellement de la matière.
Mais en même temps, dans les films eux-mêmes, c'est c'est compliqué. Euh, donc il y a juste Ali Otsi qui revient en commentaire sur la traduction qui a été choisie pour Dumbledore sur la phrase justement nos relations avaient toujours été proches. Euh, qui en anglais peut être traduite de manière un peu différente. Voilà, effectivement, c'est aussi c'est un bon point, c'est que les théories, parfois, il y a des gens qui élaboraient des théories en se basant sur la version française. Après, il y a des théories qui étaient basées sur la version anglaise. Hein. La TLF, elle était bilingue, c'était une théorie internationale. Mais À parfois, savoir ça... aussi que parfois c'était un argument pour, parce que quand des phrases pouvaient être ambiguës en anglais et avaient été traduites d'une manière claire en français, parce que le français logiquement a des tournures de phrases différentes, il avait été plusieurs fois évoqué que justement c'était parce que comme c'était un élément très important, Ménard avait été mis au courant par J.K. Rowling, ou les traducteurs avaient été informés par J.K. Rowling pour traduire les choses bien. C'est le cas avec notamment les noms de personnages. Le fait qu'il y ait certains personnages dont le nom n'avait pas été traduit, ça laissait, ou avait été traduit d'une certaine manière, ça laissait présager de possibles anagrammes plus tard. C'est notamment le cas de la traduction de RAB, Voilà. qui est vraiment l'exemple typique qui, D'une entre le théorie tome 6 et le aboutie. tome... Voilà, tout le monde avait deviné cette théorie. C'est la preuve que toutes les théories ne sont pas des idées abracadabrantesques, Fantasme. puisque une théorie c'était RAB et Regulus Black. Et en effet, ça s'appuyait notamment sur, voilà, comme le dit Aliotti, en néerlandais, c'est RAZ pour Regulus Zwart, puisque toute la famille Black s'appelle Zwart, Zwart voulant dire noir en néerlandais, de la même manière que Black veut dire noir en anglais. Et donc, en comparant les traductions et les initiales dans diverses traductions, on pouvait conclure que logiquement c'était ce personnage-là qui était caché derrière ce message. Et que Et donc ça avait permis de retrouver le fait que Harry, quand il range le Square Grimoire dans le tome 5, tombe sur un vieux médaillon. Et donc la théorie allait beaucoup plus loin. On avait identifié RAB, mais donc on savait où était le vrai médaillon. Il y avait certains qui avaient évoqué que Mondagus avait dû déjà potentiellement le voler et le revendre au marché noir, ou que Creature l'avait caché. Ouais, vraiment cette partie-là de l'intrigue du tome 7 avait été totalement fouillée et archi-fouillée par les fans avant en créant cette théorie. et au final, elle est catapultée en 3 phrases. Tout Euh, ça pour ça. ouais. Donc voilà, comme quoi il y a des théories qui s'avèrent crédibles et réelles. Et donc oui, on disait donc que maintenant les animaux fantastiques nous permettaient de revenir dans le cœur des théories, de recommencer à théoriser, à discuter entre fans et à recréer quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les animaux fantastiques. Comme certains le savent sans doute, je n'ai pas du tout aimé le deuxième film, mais simplement le fait de pouvoir nous replonger dans quelque chose dans desquels on peut tirer des discussions et des théories, moi c'est ça qui me passionne. Euh, et donc voilà, c'est le cas de cette nouvelle saga. Et il y a deux théories dont on voulait parler en tout cas dans des animaux fantastiques. La première, c'est sans doute la plus connue, mais qui est sans doute aussi la plus intéressante, puisqu'elle fait le lien entre les animaux fantastiques et une part d'ombre de Harry Potter qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas très bien. C'est le fait que Ariana serait un Obscurus. Donc évidemment, pourquoi est-ce qu'elle fait le lien? Puisque l'Obscurus n'était pas connu dans les Harry Potter, hein, c'est un animal qui a été rajouté, enfin, c'est une forme de magie qui a été rajoutée et développée dans les Animaux Fantastiques 1 avec Credence et avec l'explication tout autour des Obscurus, mais que toutes ces explications collent parfaitement au personnage d'Ariana Dumbledore qu'on nous décrit elle dans le tome 7 de Harry Potter. Donc voilà, une sorcière qui est très jeune et subit un choc émotionnel terrible, qu'on empêche d'exprimer sa magie, qu'on réfrène sa magie pour qu'elle paraisse normale.
donc qui emmagasine énormément de magie en elle et de magie sombre et de malheur et d'émotion. Et qui finit par exploser à des moments Voilà, incontrôlables. exactement. Et donc, voilà, moi je trouve que cette théorie est passionnante parce que, soyons honnêtes, je la pense vraie, déjà, ce qui la rend encore plus intéressante puisque c'est toujours plus facile de s'intéresser et de défendre quelque chose qui nous paraît à nous crédible. Et que elle permet d'expliquer une partie de comment Ariana est morte, comment Dumbledore a été affecté par ça, mais aussi de pourquoi Grindelwald s'intéresse aux Obscurus. Est-ce qu'il s'intéressait aux Obscurus de base et que c'est ça qui l'a fait se rapprocher de Dumbledore de base parce qu'il cherchait à prendre contact avec Ariana, ou est-ce que Ariana est le sujet de leur dispute parce que Grindelwald cherchait à maîtriser cet Obscurus et à l'utiliser à ses fins alors que Dumbledore ne voulait pas utiliser sa sœur. Donc est-ce que, évidemment, l'Obscurus de Credence serait celui d'Ariana lui-même? Et là, on va encore plus loin, là. Là, ça va encore plus loin, mais le fait que l'Obscurus d'Ariana ait réussi à trouver un autre corps à parasiter, et que c'est ça qui explique que Grindelwald dise à la fin à Credence que c'est le frère d'Albus, puisqu'en fait il parlerait à son Obscurus plus qu'à au personnage, et ça dirait aussi que Grindelwald ne cherche pas n'importe quel Obscurus, mais cherche l'Obscurus qu'il a déjà observé à l'œuvre avec Dumbledore quand il était plus jeune. Oui. Moi je suis assez partisan du fait que Grindelwald voulait utiliser l'Obscurus d'Ariana. Je pense que il y a quand même beaucoup d'indices. Enfin, je relisais récemment le chapitre Le Miroir Manquant, justement, de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Et c'est assez sous-entendu quand même que il y avait des idées de l'utiliser, notamment, enfin, là, Aberforth qui dit est-ce que ne comprenais-je donc pas que ma pauvre sœur n'aurait plus besoin de rester cachée lorsqu'ils auraient changé le monde. Et il y a plusieurs éléments qui montrent que Grindelwald clairement s'intéresse à, en tout cas, utiliser Ariana à ses fins. Voilà. Mais du coup, moi je trouve ça fascinant parce que d'un côté, c'est une théorie qu'on essaie de mettre au point pour théoriser, pour présager de la suite des Animaux Fantastiques, des prochains films qui arriveraient, d'une tournure de quelque chose qui sortirait. Et d'un autre côté, c'est aussi une théorie qui, comme on a pu avoir celle du retour dans le temps, explique, pas du retour dans le temps, pardon, du porte-loin trophée qui permettait de revenir à Voldemort. C'est une théorie qui explique aussi, comble un trou de Harry Potter et explique en quoi c'est, la vie d'Ariana en fait, quelque part. Donc moi je la trouve vraiment passionnante. Et l'autre passage, c'est Aberforth qui dit qu'il a dit à Dumbledore « Je ne sais pas où tu as l'intention d'aller, mais on ne peut pas la déplacer, elle n'est pas en état, tu ne peux pas l'emmener avec toi pendant que tu passeras ton temps à prononcer de beaux discours et à essayer de rassembler des partisans. » Donc ça laisse entendre que, bon, si Dumbledore avait l'intention de se déplacer, sachant qu'Aberforth allait encore à Poudlard à ce moment-là, logiquement il fallait qu'il amène Ariana avec lui. Mais ça laisse quand même entendre que voilà, il savait qu'il y avait une intention de prendre Ariana avec lui. Et peut-être qu'il ne savait pas tout de ce pourquoi est-ce qu'il voulait. Est-ce que c'était vraiment juste pour s'occuper de sa sœur ou est-ce que c'était pas pour l'utiliser à d'autres fins. Mine de rien, on peut encore théoriser sur base des livres. Il y a encore des petits chapitres à relire comme ça et dans lesquels trouver des... C'est génial, hein. Du coup, il y a l'Aritmosin qui demande si Harry serait devenu un Obscurus si personne ne lui avait porté sa lettre. Alors, c'était une théorie qui a été justement longuement discutée. Il y a des partisans de pour, il y a des partisans contre. Moi, personnellement, je pense pas. Pourquoi ? Parce que l'Obscurus nécessite qu'on ait été un jour conscient de sa magie. Pour moi, à mes yeux en tout cas.
et qu'on soit vraiment brimé dans son utilisation, qu'on soit empêché de s'exprimer. Or, Harry n'est jamais conscient de sa magie. Et Harry pense pas que la magie existe. Il n'est pas tout ce qui se passe de bizarre autour de lui, il ne le comprend pas, il ne le fait pas le lien avec lui-même. Et je pense que s'il avait dû devenir un Obscurus, Ariana devient un Obscurus très très jeune. Je pense que s'il avait dû devenir un Obscurus, ça aurait été peut-être plus jeune que plus jeune. Mais que le fait qu'il ne devienne pas vient du fait qu'en fait il est simplement pas conscient d'avoir de la magie en lui. Et, ouais, c'est ça, c'est vraiment, il refoule pas la magie en fait, parce que justement il la laisse s'exprimer de temps en temps, un peu par surprise, et il n'y a pas de traumatisme lié à l'utilisation de la magie, il y a pas une tentative de s'en débarrasser, voilà, c'est quelque chose qui a été aussi confirmé dans une des FAQ de J.K. Rowling sur son site. C'est la justification qu'elle donne elle-même, qui est une justification qui me paraît assez cohérente aussi. Donc ça c'est le pourquoi Harry n'est jamais devenu un Obscurus. Et puis il y a Ali aussi qui demande aussi qu'est-ce qu'il y a comme théorie concernant la véritable identité de Credence. Alors là, Euh, il y en a beaucoup. les théories fusent. Il y en a beaucoup. Euh, Alors, la théorie la plus bateau et celle à laquelle j'adhère le moins personnellement, enfin non, celle à laquelle j'adhère le moins, c'est que c'est un ajout du canon et que Credence est vraiment un frère Dumbledore qui sort de nulle part et dont on n'a jamais entendu parler, et que Rita Skeeter n'a simplement jamais eu l'information de ce fils caché. Mais ça, personnellement, j'y crois absolument pas. Et si J.K. Rowling sort ça, ce sera une déception, mais totale, totale, totale. Déjà que la déception est là pour moi. total. Ah ouais, non, là, ce serait l'enfer. Sinon, bon, la théorie la plus bateau à laquelle moi je n'adhère pas non plus, c'est ce fait que c'est un simple mensonge de Grindelwald et que Grindelwald continue à travailler sur l'esprit de Credence pour le pousser à tuer Dumbledore parce qu'il a besoin de lui et donc qui continue à lui mentir. Pourquoi est-ce que moi je n'adhère pas à cette théorie? Tout simplement parce que ça ferait terriblement redite et ça ferait terriblement et Credence, en fait, tu as un lien avec Dumbledore. Et Credence, en fait, tu n'as pas de lien avec Dumbledore. Et Credence, en fait, tu as un lien avec les Lestrange. Et Credence, en fait, tu n'as pas de lien avec les Lestrange. Et qu'à part s'ils nous font ça à tous les films et que c'est vraiment, au final, la saga, c'est qui est Credence? En fait, Credence est le frère de Grindelwald. C'est ça. Tam. Credence et Mystane, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, le, le- Ce qui est super compliqué, c'est que on sait vraiment rien, qu'il n'y a aucun indice, que en fait toutes les hypothèses sont bonnes autour de l'identité de croyance slash credence en anglais. Euh, on peut imaginer tout et n'importe quoi à l'heure actuelle. Soyons honnêtes. Il peut être un Dumbledore, il peut ne pas être un Dumbledore, il peut être un Potter, il peut être un Grindelwald. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il est le père ou un ancêtre de Rogue. What? Il y a des gens qui... Oui, bah oui, Mais écoute... pourquoi? Non. Mais parce qu'il a il a les cheveux noirs et il est sombre et il est glauque et Ah oui. il Ah, mais rappelle c'est un un peu vampire Rogue aussi, hein. dans son attitude. Voilà, donc... Mais en même temps, enfin voilà, si c'était un ancêtre de Rogue, ça nous apporterait quoi au juste? Mais Voilà, donc ce serait juste un lien pour la suite, mais en fait qui n'explique pas qui il est. Nous dire que c'est un ancêtre de Rogue, ça n'explique rien, c'est juste une piste pour ce qui vient après. il y a, Donc, moi, il y a la potentialité que c'est le fils de Honoria Dumbledore. La tante, oui, la tante de Albus. la tante d'Albus. Donc ce serait en fait le cousin d'Albus et pas son frère. Voilà, Honoria Dumbledore, qu'on sait qui est restée demoiselle et donc qui porte bien le nom de Dumbledore. Et qui aurait pu avoir un fils. Voilà. Mais moi je pense vraiment que après peut-être que du coup c'est le cousin de Dumbledore avec l'Obscurus de Ariana, parce que le cousin de Dumbledore était justement
par là, peut-être que le cousin de Dumbledore vivait aussi à Godric Hollow, après tout. Hein. Ouais, enfin ça part dans tous les sens. Il y a aussi la théorie évidemment que Credence est directement le fils d'Ariana Dumbledore qui aurait été violé lors de ses 6 ans et qu'elle aurait eu. Mais ça ne colle à rien du tout. Et en plus, cette théorie serait la plus glauque de tous les temps. Et j'espère fortement aussi qu'elle n'arrivera jamais. Voilà. Hein, parce que ça me ferait vraiment très, 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 très du mal à mon fandom. Mais ouais, pour moi, la théorie la plus crédible reste le fait que ce soit un sorcier. Alors, qui on ne sait pas. Au final, ça ne répond pas à la question qui est Credence, mais que ce soit pas Credence l'important, mais vraiment l'Obscurus qui est en lui, et que l'Obscurus soit celui d'Ariana, mais que Credence soit un sorcier suffisamment puissant pour accueillir un Obscurus de cette puissance-là, ce qui veut dire quand même quelque chose de lui aussi. Voilà. Il y a une théorie qui dit aussi que c'est finalement vraiment un Lestrange et que tout le tome 2 n'est que tout le film 2 n'est que mensonge et que au final, on va se rendre compte que oui, finalement, c'était bien le bébé dans le bateau et c'était bien Lestrange. Ouais, c'est compliqué. Moi, je sais vraiment pas quoi croire à l'heure actuelle. Parce que honnêtement, enfin voilà, de nouveau, l'idée que l'Obscurus d'Ariana soit rentré dans Credence, ça n'explique toujours pas qui est Credence en fait. C'est ça. Ça explique comment, mais ça n'explique pas qui. Donc, moi là-dessus, je serais bien incapable de théoriser. Je peux théoriser sur le fait que voilà, Quentin Kowalski est le fils de Jacob et Queenie. Il n'y a pas de souci. C'est simple. Il y a 3 arguments. On peut facilement Premier argument, le nom de famille. Deuxième argument, les dates. Troisième argument, les initiales, Quentin, Queenie. Et 4e argument, personnage qui est apparu sur Portemort pendant que J.K. Rowling écrivait l'histoire des animaux fantastiques. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est évident. C'est là, et donc je peux vous prédire que Jacob et Queenie auront un fils. J'en mettrai ma main à couper. Il y avait évidemment toute l'histoire de Marc Aurèle, hein, qui a étayé beaucoup des théories sur l'identité de Credence, puisque on sait que J.K. Rowling cache toujours des indices un peu dans ses arrière-plans Twitter, dans ses photos de profil, dans tout ça, et qu'elle avait mis la photo de Marc Aurèle, Marcus Aurelius, qui est donc un empereur orphelin, un empereur de Rome, qui a dirigé l'Empire romain aux côtés de son frère adoptif, et que donc le parallèle est assez facile à faire avec Dumbledore, en se disant voilà, que Grindelwald le présente comme le frère d'Albus Dumbledore, et qu'en fait, en faisant le lien avec Marc Aurèle, ce serait le frère adoptif, et comment évoquer un frère adoptif avec le fait qu'Ariana justement ait choisi cette personne-là pour devenir le frère de Dumbledore en l'adoptant et en devenant son Obscurus, et que ce serait, voilà, pour moi c'est ça qui étaye aussi la théorie d'Ariana qui choisit Credence. Mais de nouveau, pourquoi Credence et qui est-il lui en vrai, d'où vient-il, ça reste quand même un mystère. Mais peut-être que ce sera un mystère jusqu'au bout en fait, qu'on n'en a rien à fouiche de qui est Credence. C'est un bébé lambda qui était promené dans les rues de Godric Hollow le jour où ça s'est produit, et voilà. Je crois. De la même manière que tu sais les théories comme quoi, je fais un parallèle avec une autre histoire, mais dans Star Wars où les gens disaient Rey en fait n'a aucune origine, elle a pas d'ancêtre puissant avec la Force, et ça vient de nulle part, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui vient de nulle part. Et Credence c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Ouais, c'est possible. Et je pense qu'on va finir peut-être sur notre dernière théorie, sauf si quelqu'un en évoque une autre, évidemment dans les commentaires, et il veut en parler. Sur les Maledictus. Oui, moi c'est la théorie. D'un côté, ma théorie préférée maintenant que. En tout cas pour les animaux fantastiques, c'est clairement une de mes théories
j'adore la théorie des Maledictus. Donc les Maledictus, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été intégré dans le fandom, dans le Wizarding World, via les Animaux Fantastiques, de nouveau, dont on n'avait jamais entendu parler avant ça, et qui vient expliquer l'origine de Nagini, en disant que Nagini était une sorcière Maledictus, et donc que c'est une malédiction qui se transmet de mère en fille, une malédiction du sang qui fait que petit à petit on se transforme en animal. Le seul animal qu'on a donc actuellement, c'est Nagini qui devient un serpent. Mais donc ça nous permet cette nouveau apport au canon nous permet de théoriser sur d'autres Maledictus possibles et donc de revenir un peu sur d'autres liens entre personnages de la saga. Et donc quelqu'un a évoqué Mystaigne tout à l'heure. Voilà. Credence est Mystaigne qui est une Maledictus. Alors comme c'est uniquement les femmes qui peuvent être touchées par cette malédiction, on sait que Credence n'est pas une Maledictus. Mais par contre que Mystaigne en est une, moi c'est quelque chose auquel je crois fortement et qui explique en fait totalement le lien entre Rusar et sa chatte, qui en fait serait son ancienne compagne ou un membre de sa famille, une mère, une sœur, une fille, qui serait atteinte de cette malédiction et qui se serait transformée en chat petit à petit dans sa vie. Et donc c'est pour ça qu'ils ont gardé un lien très très fort entre eux, comme Voldemort a un lien avec Nagini qui est particulier, que Mystaigne aussi a une chatte plus intelligente que la moyenne, qui est vraiment au service de son maître, qui surveille presque mieux que lui les couloirs de Poudlard. Et voilà, tout ça serait lié au fait qu'en fait elle a été une sorcière avant, juste maudite. Ouais, et pareil pour les chèvres d'Aberforth. La chèvre d'Aberforth en tout cas, ouais, pareil. Puisque Aberforth est toujours coltiné avec sa chèvre, avec ses chèvres, mais avec une chèvre en particulier pour moi, qui dans ma tête serait sa compagne. Alors pourquoi pas Ariana Dumbledore Maledictus, et qu'en fait c'est Ariana Dumbledore la chèvre. Ah ah. Parce que dans le chapitre que j'évoquais tout à l'heure, le miroir manquant, Aberforth nous indique que Ariana l'aidait à s'occuper de ses chèvres avant le dramatique accident qui les a... voilà. Donc Aberforth avait déjà une relation particulière avec les chèvres à cette époque. On sait que Aberforth a une relation particulière avec les chèvres, qu'il a été accusé de sortilèges illicites lancés sur des chèvres. On n'a jamais vraiment su plus que ça. Et dans ma théorie des Maledictus, pour moi, Aberforth a simplement essayé de sauver sa compagne qui devenait petit à petit une chèvre, qui était une Maledictus et qui devenait petit à petit une chèvre dans sa vie. Et sa compagne, son amie, non, j'en sais rien, ça peut encore se développer comme ça, mais que c'est en essayant de la sauver et de la faire, en essayant de trouver un sortilège qui permettrait de la faire redevenir humaine, que c'est ça le fameux sortilège illicite pour lequel il a été accusé. Et donc que c'était pas sur n'importe quel chef qu'il essayait de lancer. Yes. Et du coup, Alice demande si Voldemort sait que Nagini était une sorcière. On n'en sait rien. Ça va sans doute être aussi quelque chose qui va se développer dans les prochains films. Honnêtement, pour moi, c'est une théorie ou pas. Oui, ou pas du tout. Pour moi, c'est une théorie, oui, que je pense que Nagini s'est rapproché de Voldemort avant de devenir serpent. Je le pense. Une théorie que je pense qu'elle est vraie. Moi, je sais pas du tout en fait. Je suis vraiment, je suis curieux à ce sujet. Je saurais pas dire. En fait, je me demande si toutes ces questions-là autour des Maledictus vont vraiment avoir une réponse. Pour moi, je pense qu'on va plus en entendre parler. En réalité, bon, peut-être que Nagini, oui, parce qu'elle a quand même été un peu présentée comme un personnage important et ce serait étonnant qu'ils ignorent complètement. Mais
Mais en même temps, je me dis, enfin voilà, on n'aura sans doute jamais vraiment la confirmation absolue Ah, donc pour moi concernant tous ces cas. c'est le genre de théorie qui va devenir du headcanon. C'est voilà, c'est comme on en parlait tout à l'heure, hein, Drago loup-garou. C'est une théorie qui ne sera jamais confirmée officiellement, qui ne sera jamais vraie ou fausse et qui deviendra de l'imaginaire collectif, les gens qui y croiront ou ceux qui n'y croiront pas. Moi, je ferai totalement partie de la partie des gens qui y croiront. Je suis persuadé que Mystaigne et la chef d'Ablefort sont des Maledictus. Et je trouve ça cool. Je trouve que ça rajoute, comme disait Lanta, que ça rajoute du corps au personnage, que ça rajoute vraiment une évolution que je trouve intéressante, quoi. Après, Yes. je peux totalement comprendre que certains n'y adhèrent pas. Mais il y aura, et on sait qu'il y aura des théories qui resteront sans réponse. Pareil, enfin, voilà, on peut les évoquer rapidement, mais par exemple, je pense le lien entre Norbert Dragono et Hagrid, qui serait celui qui a amené le calamar géant ou qui a offert Aragog ou certains personnages qu'on Sauf que pourrait non. revoir par la suite. Pour le calamar géant, on sait que c'est Godric Gryffondor qui est un animagus. Tout à fait, c'est bien connu. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette théorie-là, c'est une blague, hein, un tweet de J.K. Rowling humoristique qui avait indiqué que le calamar géant dans le lac nord de Poudlard était en fait Godric Gryffondor animagus qui se transformait tous les soirs à 11h pour se balader sur les berges de Poudlard et qui n'avait jamais quitté Poudlard et que voilà, c'était un troll de J.K. Rowling sur Twitter. Que certaines personnes ont pris au sérieux, évidemment, puisque pourquoi comprendre l'humour quand de toute façon il y a tant de théories absurdes qui circulent, ce n'est pas la plus étonnante, n'est-ce pas? C'est vrai. Et, voilà, mais en même temps, quand on replace justement les théories dans le contexte, de nouveau, il n'y a pas tellement il y a rien d'absurde en fait. Toutes les théories sont fondées sur des idées assez solides quand on se remet dans le contexte on n'avait pas le dernier tome, voire les 2 derniers tomes. Et donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il en était, quoi. Alors, ça a été abordé hier, cette question. Hier, on était entre membres de la Gazette, on a passé un petit moment et on a évoqué cette discussion de la conception d'Hagrid. Et il a été demandé à ce que ce ne soit pas abordé lors de ce live. Ça a été demandé explicitement par les autres membres de la rédaction qu'on n'évoque pas les discussions à propos de ça. Voilà, rapidement, on en était venu au fait qu'on connaissait la taille des personnages, mais qu'on ne connaissait pas la taille de leur sexe, et que rien ne disait qu'un géant ou une géante avait un sexe spécialement proportionné dans avec leur taille physique. Leur taille physique. Voilà. On va pas aller plus loin. Je pense que oui. Il y a des questions comme ça qu'il vaut mieux ne pas solutionner et qu'il ne vaut mieux ne pas résoudre. C'est comme disait Rowling, et c'est voilà, pas de sexe près des licornes, c'est de mauvais goût. Voilà. Oui, c'est un vrai mystère, mais qui restera un mystère. On a eu aussi toute une discussion très très longue sur la gestation des loups-garous et le fait des loups-garous, mais pareil, hein, c'est des théories dont vous pouvez garder... Abrégeons. Donc, que vous pouvez discuter entre vous avec grand plaisir. Mais sur des chans interdits au moins de 18 ans, s'il vous plaît. Il y a le chan du limite pour faire ça.
Et la théorie selon laquelle les mange-morts seraient à l'origine du coronavirus, Déjà, c'est le alors je pense que coronargol. c'est les coronargoles, oui, et je pense que on va pas non plus aller se jeter là-dedans. Euh, c'est un sujet extrêmement risqué. On n'aurait pas envie d'avoir Lucius Malfoy qui frappe à la porte. Euh, Non, mais je pense qu'on a fait un beau petit tour, puis ça fait 1h30 qu'on est là. Moi, en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous retrouver déjà cette semaine et de vous voir toujours aussi actif, de te retrouver aussi, Panta. C'était bien sympathique d'avoir cette petite discussion avec toi. J'espère que ça vous a plu, qu'on discute de toutes ces théories et qu'on les remette dans le contexte. Nous, ça nous semblait très important de faire un point sur expliquer justement que pourquoi les théories avaient été faites et que oui, elles paraissent ridicules quand on les revoit avec notre œil d'aujourd'hui parce qu'elles ont été démontées depuis, parce qu'on a eu des éléments qui n'étaient pas là à l'époque. Mais quand tu vois les réactions sur les réseaux sociaux des gens qui disent oui, mais c'est complètement con d'avoir pensé ça, mais non, à l'époque ça l'était pas. Et il y avait vraiment plein d'arguments et plein de réflexions autour de ces théories. Ça nous semblait important de remettre ça au niveau des pendules à l'heure. Au niveau des pendules à l'heure, ça ne veut rien dire cette phrase, mais arrêtez-moi s'il vous plaît, arrêtez-moi. En tout cas, D'accord, bah, j'écoute, je t'arrête. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Discord, YouTube, Instagram, Tipeee également pour nous soutenir si vous voulez nous aider à continuer à produire du contenu sympa et cool et à améliorer la qualité de nos lives, de nos que j'ai encore une meilleure articles. vue la prochaine fois depuis mon bureau. Parce que tout Oui, l'argent de la tout Gazette à passe fait. là-dedans. Donc faire voyager Gizmo aux quatre coins du Wizarding World pour qu'il puisse faire des lives de partout. Merci. Voilà. Euh, je- on nous avait aidé à nous taire avec un silencio lancé sur Twitch. C'est une des choses que vous pouvez faire si vous en avez marre de nous entendre. Vous pouvez venir sur Twitch et lancer des silencios. Oui, mais c'est pas très cool quand même. Enfin, si, c'est très sympathique quand on le demande. Ce que je voulais dire, c'est que ce live sera rediffusé du coup sur YouTube d'ici 24 heures. Donc, si vous avez loupé le début ou si ça vous intéresse de revoir des moments, de replonger dans les théories, n'hésitez pas à aller le revoir sur YouTube, nous mettre des likes, des partages, tout ce qu'on aime. Et si je voulais glisser, parce que on l'a pas mentionné jusqu'ici, il y a un épisode de notre podcast Salut les sorciers. Salut les sorciers, c'est un épisode, c'est des podcasts qui sont produits par la Gazette du Sorcier depuis très longtemps pour parler de plein de sujets sur le monde magique. Et notamment, il y a eu un podcast qui évoquait les théories du monde magique. Donc, si vous voulez entendre pourquoi Dumbledore est Dougal de demi-guise, eh bien, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Je vous remets le lien juste dans le chat maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un super épisode, hyper sympa, où on discute des théories Harry Potter et animaux fantastiques. Et sur ce, merci d'être resté avec nous aussi longtemps. On espère vous revoir, oui. La semaine prochaine, dimanche prochain à 18h, on sera de retour pour un autre live. On vous dit pas encore le sujet à l'heure actuelle, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Si, je pense, Si on peut le dire. Ok, on le Oui, dit bah alors. oui, on peut le dire. Dimanche prochain, on se retrouvera pour discuter du magasin Harry Potter de New York. Donc, comme vous le savez, notre envoyé spécial était à New York hier pour l'inauguration du magasin Wizarding World qui a ouvert ses portes. Et donc, elle va nous revenir avec plein d'informations, plein de vidéos et de photos exclusives. Et on sera ensemble dimanche prochain pour en discuter et vous parler de tout ça et vous montrer tout ça. Voilà. Et c'était juste, je précise, c'était pas l'inauguration, c'était une preview, une ouverture en avant-première, puisque l'inauguration aura lieu ce jeudi 3 juin. C'est jeudi 3 juin? Oui, c'est ça, jeudi 3 juin. Donc ouverture au public ce jeudi. Ah si. Oui, si. Dit. Et donc voilà, et donc on se retrouvera pour discuter de tout ça, de ce qu'elle nous a appris, de ce qu'elle nous a dit, de ce qu'on a vu dans ces images, et voilà. Faire un peu voyager, un peu rêver. Donc on se retrouve dimanche prochain à 18h. En attendant, passez une bonne semaine.
et à très bientôt. Salut les sorciers! Salut les sorciers!